Donc Patrice étant parti, reste Jacques. L'informateur. Et non pas le délateur, le collaborateur. C'est gentil, prends les devants. De service. L'indique qui a beaucoup de connaissances, ou de savoir en tout cas. Fayot. Ouais. Du fait que le roi en Égypte était choisi, lorsqu'on regarde les dernières dynasties, on a le sentiment qu'il y a le père, le fils, et que le fait d'être roi ou pharaon, ce qui n'est plus roi, se transmet. Le pharaon, ce sont des termes grecs qui sont apparus en réalité au XVe siècle. Quand je dis grec, c'est pélagique, hein, c'est-à-dire le grec archaïque. C'est un jeu de mots, là encore, mais en réalité, à partir de la 18e dynastie, c'est la chute libre. Il n'y a plus de cohérence sociale parce qu'il n'y a plus de cohérence religieuse, etc. Donc c'est ça le problème. On ne peut pas comparer les Égyptes. L'ancienne Égypte, c'est l'ancienne Égypte parce qu'elle est traditionnelle. Elle s'attache au lien entre la création divine et l'individu qui en fait partie. Après, ce lien est rompu. Et c'était le travail de Pharaon justement de montrer qu'il y avait un lien, mais ça a été remplacé par le décorum, la pompe, comme maintenant. On ne travaillait plus, si je puis dire, sur autre chose que l'apparence. On avait perdu le cœur des choses. C'est ce que dit Schwaller de Lubitsch, qu'on a cité hors antenne et en antenne. Schwaller de Lubitsch a bien compris cela. Et il le voit parce que c'est exposé dans le dernier temple, littéralement, qui soit imprégné de cette tradition. C'est Karnak. Voilà. Il reste encore dans Karnak les derniers éléments de quelque chose qui est en train de se momifier, c'est-à-dire la pensée traditionnelle. C'est pourquoi, lorsque on est venu me voir en disant venez travailler en Atlantis, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Schwaller de Lubitsch non plus, il faut dire. En fait, tu dis que je suis instruit, mais non. C'est que j'ai suivi très longtemps le chemin que mon intuition m'a offert. À 15 ans, j'ai pas dit je vais suivre l'idée d'un autre ou la mienne, même pas. Je me dis ça m'intéresse, je continue. Voilà. Donc il y a une différence fondamentale entre la vie traditionnelle et la vie profane. On dit sacré parce que sacré ça veut dire retranché, à part. Voilà. Donc je vais dire une chose pour que ce soit très facile à comprendre. Lorsqu'il y a une vie de couple, dans un couple, on n'invite pas les enfants dans les orgies nocturnes, hein, que je sache. Ce sont des choses séparées et fondamentalement indispensables à la vie de ce couple et à la vie avec les enfants. Donc on ne mélange pas tout. C'est pas parce qu'on trouve que la strychnine, ça a un bel aspect violet qu'on va en mettre dans les pâtes pour qu'on ait... c'est comme ça, voilà. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On a une vie traditionnelle, ça veut dire au contact de la nature, des rythmes de la nature, des raisons que la nature met en œuvre pour se réaliser elle-même, et ainsi de suite. Donc un individu qui se voit comme un objet dans une société, il n'a plus aucune chance. C'est ça, et je pense que les auditeurs le savent intuitivement s'ils ne l'expliquent pas de la même manière, mais ils le savent. Eux, dans eux-mêmes, il y a quelque chose qui crie au secours. Ils disent « Je ne suis pas un objet, je suis identique à tout le monde et en même temps je suis différent ». Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ce paradoxe qui est constitutif des êtres? La polarité, celle dont parle la tradition, elle est là. C'est pour ça qu'il y avait une haute et basse Égypte. L'Égypte de la luxuriante végétation du delta et celle de la sécheresse absolue du désert. Et au milieu, il y avait le Nil qui était le point de... Voilà. Et Gizeh, ça veut dire frontière entre ces deux-là. Ça veut dire lien où se rencontrent les opposés. Voilà. C'est ainsi que les choses sont faites. Donc, si j'entends tes propos, le pharaon, dans les dynasties décadentes, les dernières, se transmettait non pas parce qu'il avait été choisi par des prêtres sacerdotales, mais il était, justement parce que c'était décadent, il fallait faire en sorte que le fils, donc la lignée sanguine, puisse reprendre le flambeau. Et donc, il y avait des raisons beaucoup plus difficiles à saisir. C'est qu'en réalité... à l'origine de presque toutes les dynasties régnantes sur la planète, il y a des ancêtres célestes.
Il suffit de lire les textes pour voir que je ne dis pas n'importe quoi, je ne suis pas en train d'abuser l'auditeur ni quoi que ce soit. Pratiquement partout, que je sois au Japon, en Afrique, en Asie, quel que soit l'endroit, en Mésoamérique, en Amérique du Nord, regardez par exemple la figuration de l'esprit chez les Indiens d'Amérique du Nord. Cette espèce de grande couronne de plumes, c'est la même représentation que les Égyptiens. Les Égyptiens, ils avaient Maat avec une plume sur la tête qui représente l'esprit. Et la plume, c'est léger et c'est céleste, parce que c'est aérien, c'est l'oiseau, qui était l'emblème déjà de l'Égypte, parce que l'Égypte représentait l'esprit grâce au gypaète qui avait 3 couleurs, les 3 couleurs qu'on trouve dans l'écriture des Égyptiens, blanc, noir, rouge, et ainsi de suite. Donc ces choses-là, qui ne sont plus comprises, parce que je dis dans mes livrets, parce que j'édite des livrets à travers l'association, le problème de l'ancienne Égypte, que tout le monde regarde, presque partout les gens cultivés et qui manifestent une curiosité pour le monde ancien, regardent l'Égypte avec attention et ils voient les réalisations des anciens Égyptiens, les réalisations matérielles, et ils ne supposent pas que derrière, il y a une spiritualité intense. Comment on fait des trucs comme ça et on ne laisse pas de signature? Ça, c'est un mystère de nos jours. Le moindre crétin veut signer n'importe quoi, une chanson où il y a 60 mots dedans et qui ne veut rien dire. Voilà. Alors, la fonction en même temps alors, soit de la Grande Pyramide ou du site de Gizeh, on a pu constater. Alors, constater qui? Je ne sais plus, tu vas certainement m'en dire davantage. Je ne sais pas si c'est aussi le cas sur les autres sites où il y a des pyramides à travers le monde, mais qu'il y a de l'eau à chaque fois en dessous. Voilà, la plupart du temps, à proximité des pyramides, il y a cette espèce de configuration générale qui fait qu'il y a une grosse masse désertique, une grosse masse de végétation et une masse d'eau. Et l'eau, n'importe qui va te dire, notamment Jean-Pierre Adam, que c'est fait pour transporter les matériaux lourds, parce qu'il y a des techniques où on immerge la pierre et qu'elle devient légère, selon le principe d'Archimède. D'accord. On a besoin du bois pour faire les bateaux, pour faire tout l'arsenal qui va servir aux constructions. D'accord. On a besoin du désert parce que c'est le réservoir de la pierre. Oui. Qu'est-ce qu'on a avancé du problème? Rien. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut arriver à savoir si les choses sont là pour des raisons pratiques ou pour des raisons conceptuelle. Or, la Grande Pyramide le dit très clairement, elle a été implantée là pour des raisons conceptuelles. Il a fallu résoudre tous les problèmes. Or, ça, c'est une marque de ces gens-là qui ont fait cela. C'est que quel que soit l'endroit, quels que soient les problèmes, ils résolvent les problèmes avec une aisance et une perfection absolue. Ils sont fondamentalement écologistes. Et quelle que soit la chose, dans quelques matériaux que ce soit, la résolution est quasi parfaite. Je donne un exemple, on n'a pas pu aller en Chine sur le territoire à proprement parler des pyramides. Il y a une centaine. Il y a plus que ça, plusieurs centaines. Ah oui. Mais il y en a une qui passe pour faire 750 mètres de long sur 650 mètres de large et 300 mètres de haut. Tiens, le sommet, c'est un double carré. C'est quand même bizarre ça. C'est quand même bizarre, c'est la même chose que la surface de la chambre haute dans la Grande Pyramide, c'est la même géométrie, la même pensée. Donc là, on est vraiment dans le problème qui se pose réellement. Pourquoi des gens qui sont si éloignés, il y a 7500 km entre les deux sites, pourquoi ils font les mêmes choses, qu'ils représentent la même chose? On va dire, mais oui, parce que dans leur philosophie, leur religion, la montagne désigne la divinité. Ben, c'est exactement ça, sauf que c'est mal dit. En effet, la pyramide, elle pointe sur le ciel, mais elle a quand même 4 attaches au sol. Et ce qu'il faut savoir lire, c'est qu'elle a 5 angles dièdres, les 4 au sol et celui au sommet. Ça veut dire que 5, c'est la moitié du nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, hop, évacué. Pourtant, c'est ça le référent général. Parce que dans mon langage, le nombre, c'est l'invariant qu'on trouve partout. C'est ce qui permet de discuter d'une science à une autre. Si je devais discuter de physique et de chimie avec un biologiste dans l'état d'esprit des anciens bâtisseurs et non pas seulement des Égyptiens, j'utiliserais des ponts sémantiques simplement analogiques parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. L'unité des sciences se fait par l'analogie, il n'y a rien à dire à cela. C'est le point de la sémantique. Je vais donner, pour ceux que ça intéresserait, la formulation que je donne qui permet de tout décrypter. C'est comme en musique, il y a 3 formes qui permettent de transposer et ces 3 formes sont toujours les mêmes. Et il faut les connaître parce que c'est l'ossature même de la langue. Et tout à l'heure, c'est Gigi qui a parlé avec moi de linguistique, et Gigi disait « oui, mais c'est compliqué ». Ben non, en réalité, si on suit le chemin dans le sens inverse, on va
vers l'extrême simplicité, le principe. On trouve dans Confucius cette phrase étonnante: ne recherche que deux choses, les principes et les méthodes. Et à la fin de l'ouvrage, hein, tout le monde ou presque le connaît qui a lu la philosophie chinoise, c'est un formaliste comme, eh bien, il dit, en résumé, recherche le principe, les méthodes et le principe des méthodes. Et c'est lui qui a raison, c'est le principe des méthodes qu'il faut rechercher dans tous les domaines. Le principe de la méthode de construction de la Grande Pyramide est-il appliqué ici à tel endroit, à tel et pour quelle raison, et à là, et on procède par séparation. Ça n'est pas possible, on vire, il reste que ce qui est possible. Voilà ce qui me permet, moi, d'aller assez vite et assez sûrement. C'est pas, comment dire, à mon avis, il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour avoir une méthode aussi simple. Voilà. Je pense que tout le monde fait comme ça. Comment on fait pour sélectionner, par exemple, chez les poussins, ceux qui vont faire des œufs, ceux qui ne vont pas faire? Quelqu'un qui connaît ça, qui regarde, zouk, qui met à... Voilà, c'est pas une intelligence, c'est un savoir-faire. C'est quelque chose qui naît de la confrontation permanente avec le réel. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est ce que dit Platon. Il dit, Platon, la science dont je parle, ça n'est pas une science qui s'apprend de manière linéaire, mais au contact répété avec elle-même. C'est exactement ce que je fais, tous les jours un petit peu, enfin quand je peux, hein, parce que j'ai pas que ça à faire, hélas. Il faut que je gagne ma vie, on est dans des situations difficiles à cause de la situation centrale, je ne vais pas en parler, je veux ne pas réveiller, comment dire. Et donc, si je n'avais que cela à faire, si par exemple, sait-on jamais, quelqu'un, un mécène disait, bon, je vais encourager ce type, je vais faire paraître ses bouquins, je vais lui donner les moyens d'aller sur place, etc. Peut-être qu'on accélérerait le mouvement et qu'on serait, voilà. Bon, Bill Gates fait un effort. Oui. Tu peux sauver l'humanité, tu as déjà fait un pont, comme ton nom l'indique, entre le futur et le présent, grâce à l'informatique. Ça, moi, je trouve admirable ça. L'informatique, c'est un outil extraordinaire, c'est un prolongement de la cervelle. Encore ne faut-il pas s'en servir que dans le monde de l'armée et tout ça, hein. Ou du monde pire que l'armée, le monde bancaire. Tiens, je vais dire un mot là-dessus. Dans ma terminologie, on a fait des guerres chaudes, les deux grandes guerres mondiales, et il y a une grande guerre mondiale qui est faite depuis la Première Guerre mondiale. Ce que j'appelle, moi, c'est pas la guerre froide comme après la Deuxième Guerre mondiale, mais la guerre tiède. C'est une guerre économique qui ne dit pas son nom, qui est aussi fourbe, aussi dévastatrice. Voilà, j'ai terminé. C'est une pyramide là aussi. Il y a des gens qui dirigent et les autres qui exécutent. Tu mentionnais tout à l'heure que, en fonction du temps qu'il nous reste avant ce blackout, que les élites en question, je mets entre guillemets, de toute façon, quoi qu'ils essayent de faire, ce n'est pas la solution. Et puisque foncièrement, toutes ces grandes civilisations savaient observer le divin en toutes choses, à travers toutes ces manifestations, et qu'ils s'étaient... Non seulement ils l'observaient, mais ils le ressentaient. Oui. Il le ressentait. La communion avec la nature, c'est la première chose à vivre. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'êtres sur la Terre qui ont vécu ça. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de ma jeunesse, parce que c'est plus rare dans l'état adulte, où je me sentais de manière indicible partie de la nature, et je vivais comme dans un rêve. C'est-à-dire, je ressentais un temps autre. Le temps ne s'écoulait plus. J'avais une intensité de vie que je retrouverais que rarement. Voilà. Je l'ai retrouvé avec mon mariage, quelques heures, et j'en étais très content parce que j'étais plus sur Terre, j'étais je ne sais pas où, dans quel monde, mais j'étais profondément heureux et paisible. Alors c'est peut-être ce que disait tout à l'heure Sarah, cette espèce de paix, pourquoi tout le monde ne pourrait pas la trouver sous la presse que justement les élites nous font vivre? C'est difficile parce qu'il faut s'apaiser par d'autres moyens qui ne sont pas donnés, qui ne sont pas indiqués, qui sont oubliés plus exactement. L'intérêt d'une civilisation traditionnelle, c'est que dès lors qu'on ferait la réintroduction de principes traditionnels, ça reviendrait de soi-même, puisque le principe, justement, il est là, être en communion avec. Regardez, très facilement perceptible, nous, on essaye d'assujettir la nature, mais elle va se défendre, et là, ça va être la catastrophe. Il se passe les mêmes choses, par exemple. Je m'amuse bien, il y a très longtemps que je parle, moi, d'une usine de mort américaine, mais enfin, quand on dit américain, de nos jours, ça n'a pas grand sens. C'est une usine qui produit des semences qui sont destinées à survivre à toutes les maladies. Mais pour cela, il faut les acheter, il faut perdre le contact avec la terre d'origine et tout ce bazar. On a compris de qui il s'agit, hein? On va faire de la publicité, oui, non? Oui, Monsanto. Ouais. Voilà, c'est ça. Eh bien, le problème qui s'est posé, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'ont absolument pas prévu, nulle part dans leurs équations, etc. Une plante qui non seulement résiste à cela, mais combat cela. L'amarante.
quel beau nom, hein. Elle a un rire ironique, c'est une marrante, hein. Il n'y a pas de problème. Et là, c'est la nature qui se défend à sa manière. Il y a d'autres méthodologies, mais je dis très clairement, il faut savoir aussi cette chose que les anciens savaient, il y a une âme du monde. Patrice, qui a vécu en Égypte avec moi un certain temps, il sait que ça marche, on peut communiquer avec cette âme du monde. La première source de la sagesse, c'est celle-là. L'intuition guide vers le contact avec l'âme du monde qui après instruit la personne. Et elle l'instruit tellement bien qu'au bout d'un moment, le lien est tellement fidèle que c'est l'âme du monde qui parle à travers l'individu. C'est à ce moment-là, on dit, mais ce type, c'est un prophète. Non, ce type-là, c'est un canal. Il y en a qui ont appelé ça un canal, un médium, etc. Il faut éviter comment dire, le faux. Il y a du vrai. Et le vrai, on l'entend au fond du cœur. C'est pas la tête qui perçoit. C'est qu'il y a quelque chose qui dit, ça, c'est vrai. Et on ne peut pas le contrefaire, ce vrai-là. La personne qui parle et qui dit le vrai, elle ne peut pas parler pour elle-même. Elle ne peut pas parler d'elle-même. Ça n'a aucun sens. Elle parle parce qu'elle est partie de la totalité, elle est partie prenante du destin humain, et sa responsabilité est pleine et entière comme n'importe quel être. Or, l'élite oublie cela. L'élite qui pense qu'elle est au-dessus de la masse, elle va se rétamer comme la masse. On va rire parce qu'on le sait très bien, l'histoire le montre. Quand il y a des choses comme ça, c'est pas une élite qui reprend, c'est seulement les gens qui ont pu conserver le savoir traditionnel. Voilà. C'est pour ça que dans ma nouvelle Atlantide, je reprends ce que dit Francis Bacon, et beaucoup l'ont dit. Pourquoi étudier le passé? Ça, c'est Isaac Newton qui dit ça. Parce que c'est le moment le plus près de la création. Pourquoi étudier les langues anciennes? Parce que ces langues sont au plus près de la pensée traditionnelle et ancienne. Ces langues-là véhiculent encore la pensée des anciens. C'est pour ça que ça a un intérêt de se préoccuper du passé. Ce que je remarque du point de vue social, c'est qu'un enfant qui n'a pas eu contact avec ses grands-parents, il n'a pas de lien avec le passé. Et il est désorienté, il ne sait pas qu'il a un avant, que les gens vivaient comme ça, ils avaient ces sentiments-là. Il est totalement à côté de la plaque. Alors, en cassant la famille et son suivi justement de génération en génération, on fait des accidents dont on n'a même pas conscience. Voilà. Les déracinés ici et là, ils mènent leur déracinement jusque dans leurs manifestations culturelles, sociales, et ils sont capables d'empester les autres comme ça. Malheureusement, parce que rien n'est fait pour accueillir l'autre. Là, on parle de racisme, on parle d'anti-machin, de pro-truc. On est dans le délire complet. Là. Il y a la chose minima, le respect qui voudrait... Je vais parler pour les francs-maçons. Là. Il y a deux colonnes maçonniques. Il y a le respect et la confiance. Ça, la vie sociale sans ça, ça ne marche pas. Dès que ça s'enlève, on est obligé de faire appel à la police et à la justice. Mais ça ne fonctionne pas mieux, parce que là, l'expression de la force sans justice, ça n'a pas de sens, et l'expression de la justice sans la force, ça n'a pas de sens. Ce que je dis est vrai. Il y a aucun, on ne peut pas raisonner contre ce que je viens de dire. C'est le b.a.-ba, mais ça a été oublié. Et bien ça, c'était... Saint Louis l'a fait. Il a dit, il faudra tuer les gens qui tuent les autres, parce que on a la responsabilité en tant que souverain d'appliquer l'ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre, c'est la marque divine. Petit rappel aux physiciens, on étudie la lumière, on étudie le temps. J'ai contact avec les frères Bogdanov, je leur ai proposé de travailler avec eux sur la notion du temps, qui est un concept très difficile, très délicat. On pourrait faire de somptueuses choses au cinéma. Ils prennent leur temps, c'est ce que je vais dire, mais on n'a pas pour l'instant travaillé. Mais cette chose-là, moi, je vais la faire dans mes films. Et ça va rayer les choses. Non pas parce que j'ai découvert moi-même ceci ou cela, je ne fais que suivre ce que je suis capable de comprendre de ce que les anciens ont laissé. Et là, on va voir qui va l'emporter, si je puis dire, en rapidité. Parce qu'on a besoin d'être rapide maintenant. Il y a un temps qui a été donné, et tout le monde le rappelle. Quand on voit Felipe, au Mexique... pardon? Solis, oui, Felipe Solis, oui, je dis ça parce qu'on était... C'est un monsieur qui est d'une rectitude dans son travail. Tout le monde avait peur de cet homme-là. Mais il est parfaitement intègre, sincère. Il dit, d'après ce qu'on lui a appris, il n'y a pas de relation entre l'Égypte et la Mésoamérique parce que ce sont des civilisations séparées par la distance, mais également par les siècles. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas vu ce qu'il y avait à voir et qu'on a essayé de le présenter. On l'a présenté à Jean-Pierre Adam et lui, il répond catégorique, non, il n'y a pas. Mais Jean-Pierre Adam, à un moment, il sait qu'il ment d'une manière ou d'une autre, puisqu'il dit les grandes pyramides qu'on trouve en Égypte, en Mésoamérique, en Mésopotamie, en Chine, ces monuments signalent.
Ça veut dire qu'il comprend que ce sont des monuments qui n'ont pas de raison d'être s'ils ne sont pas des signes pour quelque chose. Il le sait dans lui-même. La preuve, c'est à l'issue de la 4e rencontre, c'est-à-dire la 3e interview, il m'a amené des documents qui corroboraient ce que j'avais exposé. Et il me les a dit, voilà, voilà ce que j'ai trouvé moi-même. Sous-entendu, me tient pas trop rigueur, peut-être, j'en sais rien. Mais qu'il se rassure, je l'aime beaucoup, je le respecte, je suis content d'avoir un interlocuteur de ce calibre, de cette qualité, et j'aimerais bien qu'on se rencontre en direct, par exemple, ou en différé s'il le souhaite, mais je pense qu'il faut confronter nos idées, nos points de vue, parce que c'est ça, et seulement comme ça qu'on peut faire avancer la chose. Il n'y a pas d'autre méthode, c'est en cognant de pierre qu'on fait jaillir la lumière. Voilà. C'est un match de foot, ça n'a d'intérêt que parce que les uns sont moins lents, plus habiles, plus comment dire, etc. C'est comme ça que ça marche. Si on ne fait pas cela, on serait dans l'erreur la plus gigantesque. Je dis il y a une menace. Elle a été signalée depuis très longtemps sous une formulation très particulière. Je suis d'accord. Vérifiez ce que je dis. Après, vous rigolerez. Alors justement, si les méthodes employées, d'après toi, par entre guillemets les élites, c'est pas comme ça la solution. Et je reviens encore une fois sur les anciens, notamment en Égypte, et l'importance de la spiritualité et de leur rapport au monde, intérieur et extérieur. Est-ce que la solution, entre guillemets, se retrouverait dans ce sens-là? Et quand je dis ça, je mentionnais tout à l'heure qu'il y avait de l'eau sous les grands sites comme Gizeh ou les grandes pyramides. On peut parler aussi de la pyramide de Bosnie, hein. Il y a des travaux incroyables qui sont entrepris dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de ce que j'ai pu en lire, en apercevoir, c'est à l'heure actuelle, apparemment, je dis bien apparemment, ces pyramides reçoivent, peut-être que c'est sporadique, ça dépend de certains cycles, ou je n'en sais rien, des colonnes de, alors je ne sais pas si c'est de lumière ou de son, alors est-ce qu'elles émettent ou est-ce qu'elles reçoivent, voire qu'elles sont les deux, et vu qu'il y a de l'eau, la pyramide étant de la pierre, et sa conception et la géométrie sacrée étant là, de servir de pile piézoélectrique, d'avoir une manière de pouvoir, puisque nous sommes dans un champ électromagnétique. La Terre génère, de par son mouvement, un champ électromagnétique, de par son pôle nord, de par son pôle sud. Et que à la surface de la Terre, ce champ magnétique, aussi bien par le réseau Hartmann que le réseau Schumann, il y a des transferts d'énergie qui se font. Ce qui est marrant, c'est je note Sarkozy qui disait en parlant de la pyramide d'Égypte, il comparait ça avec le Mont Saint-Michel. C'est Victor Hugo qui a fait cette première comparaison. Il a dit le Mont Saint-Michel, c'est la grande pyramide d'Occident. Voilà. Et en effet, les dimensions sont analogues. Je ne dirais pas identiques, analogues. Et le fait est, c'est que le Mont Saint-Michel est baigné à son pied par, rythmiquement, la marée de la Manche, ce qui était le cas avec le Nil qui allait jusqu'au pied des grandes pyramides. Que l'on considère cette géométrie du point de vue sacré, c'est une erreur. C'est purement technique. Parce que il faut comprendre ce que je dis. La vie du sacré et la vie spirituelle, c'est la compréhension de la nature, qu'elle se manifeste à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. Chez nous, il faut comprendre nos propres motivations. Moi, par exemple, je dis très clairement, quand j'étais très jeune, j'étais extrêmement émotif, qu'il m'est arrivé de m'évanouir quand on m'adressait la parole, tellement le choc était violent pour moi. Et mon grand-père, un jour, qui était ma caution, si je puis dire, mon lien avec la tradition, m'a dit tu comptes être handicapé comme ça toute ta vie? Et pour moi, c'était une révélation comme celle des pyramides. Je me suis dit mais il a raison, cet homme-là. Il dit je suis handicapé, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais rien. Et il m'a dit tiens, je vais t'expliquer, si tu veux parler comme tout le monde, il faut d'abord que tu prennes syllabe par syllabe. Quand tu dis manger, tu dis manger. Tu donnes du muscle. Et après, de plus en plus vite, et tu n'auras pas l'idée de manger. Voilà, j'étais comme ça, voilà, extrêmement perturbé. Donc, c'est cette prise de conscience déjà qui fait la différence. Mais j'ai beaucoup qu'en penser, puisque maintenant je donne des conférences, j'écris, etc. Je fais des concerts également. Bon, sans rentrer dans les détails, c'est cette prise de conscience. Or, c'est ce que j'essaye de faire avec ce film. Il y a énormément de gens qui attendent ça. Parce que ça, c'est une authentique révélation. Elle met en ordre tout ce qui était en désordre. On avait senti du vrai chez Charroux, chez Daniken, chez Bergier, d'où des gens comme ça.
mais on n'avait pas vu la cohérence d'ensemble. Maintenant, on la possède, on peut l'avoir chez soi, il suffit d'aller sur Internet. Je ne suis pas en train de faire l'encouragement en disant allez vous procurer gratuitement, hein, parce que nous, on aurait eu besoin d'argent, mais on n'a toujours pas, on ne sait pas si on en aura. Ça permettrait d'engendrer la suite. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, la vérité est à tout le monde. À ce sujet, je voulais dire, puisque Top Secret, c'est un magazine qui est relativement underground, comment dire, m'accueille dans ses pages, je crois, en octobre ou décembre, pour 2 articles de quelques dizaines de pages. Donc j'exposerai ce qui est plutôt difficile et pas trop limpide dans le film, à ma manière, écrite. Je donnerai des éléments d'assise, et j'en profite pour remercier l'animateur de ce... C'est ça, voilà, c'est ça, parce qu'il faut être courageux quand même. Voilà, il avait, comment dire, une zone égyptologique occupée jusqu'à présent par Antoine. Voilà. Donc, et maintenant, ça va être quelqu'un d'autre qui va expliquer d'autres choses. Et ce qu'il faut voir dans ce film, c'est une introduction à la perspective d'ensemble. À savoir, on est confronté à cette question, a-t-on oui ou non été précédé par plus intelligent, plus fortiche, qui aurait disparu dans un cataclysme? Alors là, je dis laissez tomber. Si on a fait ça, c'est que c'est capable de franchir les étapes. Sinon, à quoi ça sert? C'est ce qu'on dit dans la dernière phrase du film, qui a été virée de la version anglaise, évidemment. Pourtant, c'est l'une des plus importantes. Si l'on considère le film et qu'on étudie sa structure, je l'ai voulu tel que Patrice l'a réalisé et j'ai pas eu besoin de le lui demander. Parce que je voulais une structure logique mais accessible à toute forme de logique. Donc en réalité, il y a 4 moments dans ce film. Le moment de la prise de conscience par Patrice que tiens, l'égyptologie n'est pas en vérité celle qu'on nous dit qu'elle est. Première chose. Deuxième chose, c'est où sont les objets qui portent préjudice à l'idée de l'égyptologie telle qu'on l'a fait connaître. Troisième problème, c'est j'ai rencontré un type, il me raconte des tas de trucs, je les vérifie et ça tombe juste. Quatrième problème, c'est quand ce type dit va voir ailleurs si j'y suis, parce que là, il y a vraiment beaucoup plus important à voir et qu'il s'aperçoit qu'en effet, il y a une structure terrestre qui est une structure que tout le monde peut vérifier par soi-même. Maintenant, on peut le faire. Et ça n'est pas pour des prunes que ça a été fait comme ça, c'est qu'à un moment donné, ces gens-là savaient qu'on aurait les moyens de tout vérifier. Par le ciel. On va à Nazca, nous on est, moi ça fait je sais pas combien de paquets de fois que je vais à Nazca, on est au sol, on ne voit pas une seule de ces figures géantes. Pas un seul géoglyphe. Dans une ligne droite qui dure, qui est sur 30 km. 38 km. 38 km, voilà. C'est énorme. Il n'y a pas que cela, parce qu'il y en a qui excèdent 3000 km. On montrera dans le film suivant des lignes qui franchissent les Andes, les plus hauts sommets des Andes, et qui vont d'une ville minière au nord du Pérou jusqu'à une ville minière au sud de la Bolivie, et qui passe par des endroits comme un petit peu l'équateur penché, sauf que là, ce sont des sites miniers. Voilà. Et il y a des indications sur le caractère de ce qu'on trouvera dans le sous-sol, sans qu'on ait besoin d'y aller. Enfin, c'est vraiment très, très... Voilà. On ira également très probablement sur des sites parmi les plus invraisemblables qu'on trouve sur la planète, en Bolivie. Tiahuanaco, c'est assez célèbre. Mais bon, les questions que l'on posera dans le film, là, c'est de quoi se couper la tête après, c'est incompréhensible. Totalement délirant. Et pourtant, ces sites-là étaient en bord de mer à l'époque où ils ont été réalisés. Comment fait-on un truc pareil? Remarquez bien qu'une analyse franche des grandes pyramides montre que dessus, il y a des dépôts marins. Bon, est-ce qu'elles ont été sous un déluge? Il faudra répondre tôt ou tard. Même qu'en Himalaya. On a ce témoignage partout que des masses d'eau colossales ont été déplacées. À certains moments, elles se tenaient plutôt là, à d'autres ici, sans qu'on sache pourquoi ni comment. Mais la science, c'est ça qui a du bon. Comme disait Victor Hugo, l'art, c'est fixe. L'art, c'est le sentiment du beau, du juste, du vrai, à tout moment, en tout endroit, etc. Ça a parfaitement raison. La science, c'est très différent de l'art, parce que la science, elle, est en perpétuelle évolution. Voilà. Il est quand même pertinent, le père, hein, Hugo. Je reviens sur ce que je t'ai demandé, à savoir sur le rôle. J'ai polarisé là. Oui. Pour moi, je ne veux pas répondre à cela maintenant. Okay. Ce serait prématuré et ça jetterait des idées confuses pour la suite. C'est-à-dire que ce que je pourrais donner, on s'empresserait de construire des structures incohérentes. Erronées. Voilà. Et ça, je veux bien être attaqué sur des principes justes, mais sur des délires, non. Oui, d'accord. Voilà, qui ne sont pas les miens, qui plus est. D'accord, oui, de surcroît. Tu parlais tout à l'heure je reviens sur les lignées humaines. Oui, dynastie, j'ai dit. Dynastie, oui.
Tu as aussi à préciser que finalement la question qui se pose au vu des événements à venir, j'entends de ces cycles, ces fameux cycles, c'est est-ce que l'humanité peut se donner la main au-delà de nos différences pour résoudre un problème qui apparemment est urgent. Et le problème en question, c'est même pas un problème, c'est que ça fait partie des cycles. Donc comment nous tous, potentiellement, en admettant que demain on se dise tiens, on se prend tous par la main et on se dit comme d'un seul corps, ok, nous sommes dans la paix et l'harmonie, en quoi cela potentiellement pourrait changer ou nous aider à passer ce qui paraît être cyclique et donc par lequel on n'a pas moyen de passer outre. Je pose cette question et en parallèle, peut-être, j'en sais rien, sur le fait que les Olmecs, là aussi, est disparu, ou qu'il y a certaines peuplades qui est disparu de la surface de la Terre, là aussi, comme s'ils avaient disparu du jour au lendemain en laissant... Ils se sont évaporés. Ouais. C'est ça la solution. Non, blague à part, voilà. Le problème qui se pose, c'est un problème de politique. C'est-à-dire comment on fait croire à des hommes qu'ils sont semblables, égaux, etc., alors que la nature ne fait rien comme cela. Donc ça, c'est une illusion basique. La nature, elle dit, il faut que chacun soit à sa place. Et il appartient à chacun de trouver sa place. Toi, parce que tu aimes le monde de la radio, tu t'es façonné. Parce que tu as pu, dans l'espèce de liberté sociale qui est la nôtre, arriver à ce point-là. Moi, je suis un ovni dans mon truc. Je vais parler de ceci, on va me dire, attendez, vos domaines de compétences, il faut les garder. Vous avez fait de l'hôtellerie, vous parlez de l'hôtellerie avec des gens de l'hôtellerie, point barre, c'est tout. J'admets cette critique, elle est parfaitement fondée, mais c'est un délire là encore. Ce que je constate, c'est que les élites se font, avoir sur des choses d'une extrême simplicité. Ils disent, à leur manière, ils imposent l'unification de l'espèce humaine sur la planète. Mais ils confondent unifier et uniformiser. Grave mécompte, catastrophe sociale, catastrophe intellectuelle, catastrophe culturelle et humaine. Voilà. Et je dis, ça, c'est un délire. Et ce qu'il est bon de faire connaître, c'est ce genre de remarques. Il faut cesser de vouloir mélanger tout le monde à n'importe quel prix. Il faut cesser d'avoir des concepts délirants qui ne sont pas testables. Or, la nature donne les tests. Elle a produit une quantité, une variété invraisemblable. Moi, par exemple, si tu m'avais invité pour casser le darwinisme, c'est fait en 3 coups de cuillère à peau parce que je montrerai là où ça ne peut pas marcher. Je dirais, résolvez ce problème, on continue la discussion. Mais il y a impossible. Il y a des choses qui sont radicalement impossibles. Donc, il faut arrêter de dire le darwinisme, c'est autre chose qu'une idéologie. Ça ne met même pas une théorie, ça ne tient pas debout. Il n'y a rien. Que ce soit créationniste, darwiniste, ça ne tient pas. On laisse tomber, on attend quand on sera moins obscur là-dedans. Voilà. En fait, c'est parce qu'il y a des forces qu'on ne veut pas considérer et qui sont pourtant d'une... Je vais donner un exemple là. Bref, j'espère qu'il y en a qui sont réveillés. Et tu vas voir qu'il y a une intelligence du monde en action et qu'on ne voit pas et qu'on ne considère pas. Et pourtant, un enfant de 7 ans va comprendre ce que je vais dire. Tu vois, les minéraux, tu ne sais pas comment ils se reproduisent, s'ils mangent ou non. Mais fatalement, puisqu'ils augmentent leur masse d'une manière ou d'une autre, qu'ils sortent de terre, etc., eh bien, les anciens disent, et notamment ceux qu'on traite par le ridicule, les alchimistes, ils disent les minéraux, leur sexe et leur bouche se trouvent partout dans la masse. Ce sont des masses radiantes, c'est-à-dire ça rayonne. Quelqu'un qui connaît la radiothérapie minérale, il sait ça par l'expérience. Mais le minéralogiste, lui, s'en tape, parce que ce n'est pas son domaine de travail. Mais la réalité, c'est qu'en effet, le sexe et la bouche des minéraux est partout dans la masse, et ça se reproduit par contact, par l'eau notamment. Peu importe. Après, on voit la plante, c'est-à-dire on passe du monde minéral au monde végétal. La plante, elle mange par en bas et son sexe est en haut, puisque la fleur, c'est son sexe. Quand on mange, nous, de la vanille, c'est le sexe de la vanille, du vanillé. Donc, on voit qu'on est passé d'un monde étoilé, radiant, à un monde longiligne, qui est l'indice chez les anciens d'une action. Tout ce qui est quelque chose en forme de boule, ça produit. La tête, ça produit de la pensée, l'estomac, ça produit de la vie. Les bouboules des messieurs, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le scabreux, c'est simplement pour rire un petit peu, parce que je te vois fatigué. Et non, mais ce qui est dynamique, c'est le bras, voilà, c'est long. Mais on regarde la paume de la main, c'est un cercle où pratiquement tu coupes le bras. Je ne vais pas le faire. Hein. Tu vois un cercle. Pour eux, les formes de base sont les indicatrices des fonctions. Ils disent une étoile, c'est une boule, donc ça produit, pas de problème. Un rayon, une onde, c'est quelque chose qui amène une information, donc c'est actif. Ça, c'est leur manière de voir. Je continue. On passe à la plante.
La plante, elle mange par en bas, elle se reproduit par le haut. On passe à l'insecte ou à l'animal, hop là, sa bouche est là et son sexe est dans le même plan horizontal. Que ce soit le cafard, que ce soit l'ours blanc, c'est la même chose. Et après, le retournement est complet puisqu'on a l'homme qui mange en haut et son sexe est en bas. Donc on a en effet un mouvement que personne n'a vu, mais que une fois que tu as décrit, tu ne peux pas l'oublier. C'est ça la chose. Or ça, c'est la marque d'une intelligence qui est totalement étrangère à l'homme, à la nature telle qu'on l'aperçoit. C'est un mouvement dont tu prends conscience dès lors que tu n'as pas ton esprit occupé par n'importe quelle chose de l'université, le bouquin de trucs et machin. Et c'est ça le contact vrai et religieux avec la nature. C'est ça. C'est dès lors que tu es tellement rempli de la nature que tu la vois telle qu'elle est. Et pas avec la théorie de machin, de trucs. Maintenant, les étudiants, ils ont des théories à apprendre en quantité, mais la manière de voir le vrai, ils ne l'ont pas. Et ça, le monde paysan, il avait ça. C'est pourquoi le monde paysan a produit des merveilles. On doit au monde paysan de manger tous les jours quand même, et des choses variées. Regarde le travail. Le pain, c'est une merveille. Le vin, c'est une merveille. Le fromage, c'est une merveille. Mais tout le monde se fiche de la gueule des Français dans le monde entier, parce qu'on le voit avec un béret, qui lui n'est pas une merveille, mais du pain, du vin et du fromage, ouf, j'ai échappé à la publicité gratuite, c'est quand même merveilleux. Voilà, donc ces choses-là, il faut les considérer telles qu'elles sont, des merveilles de simplicité, d'ingéniosité et de civilisation. Tu vires le vin, le pain, le fromage, c'est le désert. C'est comme la musique, ça sert à rien, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Voilà. Et la musique, c'est quoi? C'est 12 notes. Hop, et tu fais ce que tu veux avec, et si le résultat plaît, tu es dans le monde musical. S'il plaît pas, poubelle. T'as pas le choix, c'est la loi. Voilà. Rythme ternaire, rythme binaire, rythme déhanché, voilà. Nous, par exemple, quand on fait de la musique, on fait du 5-8, c'est-à-dire une cadence très subtile. Et on ne trouve ces cadences-là que dans la musique andine d'arriéré. Culturellement, on va te dire, attendez, les paysans dans les Andes, ça, ils savent rien. Voilà. Mais ils te font quand même de la musique super fine, très très polie et très expressive. Et ces gens-là, avec la musique, ils ont une relation que personne presque à part eux n'a avec la nature. Il ne faut pas oublier qu'ils sont sur l'altiplano, c'est-à-dire entre 2300 et 3300 mètres, et que là, quand tu souffles dans des flûtes de pan rythmiquement, et ben, ta tête, elle prend de l'oxygène et elle est dans les deux mondes. Voilà, c'est ça. Il y a des tas de trucs comme ça qu'on ne voit pas. Un ethnologue ne voit pas ça. Il parle des gens sans connaître l'effet de la musique. S'il connaissait ça, il dirait « Je comprends pourquoi ces gens se tuent la santé à faire ça, parce que c'est une ivresse rythmée et musicale. Et là, on est vraiment dans le monde des dieux. Il n'y a rien à faire. Tu n'as pas besoin de te calmer, ça se vient tout seul. » Voilà. Donc ces choses-là, il faut apprendre à les voir. Et pour cela, il faut revenir vers ce qui nous fait le plus défaut dans l'époque moderne. Et là, c'est pour répondre pleinement à ta question. Comment faire? Il faut prendre comme référence la nature et elle seule. Les délires humains, on a assez vu ce que cela donne. On est capable de s'auto-détruire, que ce soit bactériologiquement, chimiquement et militairement. Voilà. Oui, mais est-ce que cela ne demande pas d'observer la nature? Donc déjà d'avoir ce fameux temps que notre société... Non, pardonne-moi. Je vais revenir sur la définition. Si tu ne te modifies pas toi-même d'abord, tu ne pourras jamais modifier la société. Nous sommes d'accord. Je pense que toutes les sagesses du monde ont déjà énoncé cette chose-là. Elle est oubliée parce qu'elle est masquée par de la fausse culture. Le problème est celui-là, la fausse culture. C'est-à-dire la culture médiatique permanente. Un jour succède à l'autre, mais il est différent. Ah bon? Tu respires pas de la même manière mercredi que mardi? Ton sang ne circule... Ben, c'est ça la vraie culture. C'est de quoi est-on constitué? Pourquoi ça fonctionne bien? Et c'est pareil. On se nourrit spirituellement, culturellement, de la même manière qu'on se nourrit corporellement. Il y a des choses qui sont insupportables spirituellement. Regarde le combat entre les religions. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On n'est pas tous semblables. Et n'a-t-on pas, nous, et c'est une forme de la réponse, on n'est pas tous plus ressemblants que différents? Cela, puisque tu l'expliques, c'est une chose, mais s'il y a urgence, je ne vais pas, entre guillemets, apprendre... C'est plus la politique, c'est la méthodologie. D'accord. Alors, la méthodologie... La méthodologie, elle existe. Pour finir ma question, Jacques, ce que je veux te dire, c'est que s'il y a urgence, la méthodologie, on parle peut-être de réincarnation ou pas, mais que cette connaissance de soi pour connaître l'univers et les dieux, cela demande alors, soit du temps, soit une méthodologie hyper rapide. C'est la méthodologie qui permet d'assurer l'action et de la rendre brève.
Si tu as une bonne méthode d'apprentissage d'une langue, si tu la transposes dans une autre langue et que ça marche, tu te dis c'est un bon processus, je vais le garder. On juge une méthodologie selon l'efficacité et la sécurité qu'elle apporte. Tout à fait. Ces choses-là, elles existent. Il y a, par exemple, dans le gouvernement français, des cellules spécialement élaborées, des cellules de réflexion et d'action spécialement élaborées. Moi, à 13 ans, j'étais, chef d'équipe de secouriste à 13 ans. Tu vois la responsabilité, avec des pompiers et des médecins même sous mes ordres, c'est te dire maintenant ça a beaucoup changé. C'est d'abord le médecin, ensuite le pompier. C'est un délire ça, mais peu importe. Parce que la notion d'ordre comme ça, intuitif, tout le monde ne l'a pas. On peut faire 10 ans d'études et être un redoutable massacreur de cadavres, et parce que la médecine, c'est quelque chose qui est spontané. C'est comme le dessin et la musique. On le possède ou on ne le possède pas. Tout le monde ne possède pas ces choses-là. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la méthode, c'est ce qui nous reste quand toute autre chose a été épuisée. Je vais prendre les méthodes de pêche. Elles n'ont jamais été améliorées. Jamais. Absolument pas. On ne peut pas faire autre chose que suivre la manière dont se comporte le poisson. Les menaces, elles sont pareilles, elles ont un comportement spécifique. Quand tu es à côté d'un volcan, tu vas redouter les coulées, machin, la projection de machin, les gaz, le machin, le truc, le tremblement de terre. Tout ça, c'est déjà mis en petite boîte et on sait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quand et quelle intensité. Donc, c'est l'amplitude, le moment. De la menace et le moment. Voilà, c'est ça. Donc, ces choses-là, on peut les réfléchir. Maintenant, j'ai dit, attention, il y a une menace. J'ai donné le caractère d'amplitude et j'ai dit, il y a des méthodes. Il faut que vous les cherchiez chacun pour soi, dans son pays, dans son contexte social. Mais j'ai déjà élaboré le sauvetage. Mais je le donnerai que si ça en vaut la peine. Parce que ce que je veux pas, c'est qu'on dise « ouais, c'est n'importe quoi » et qu'on n'explique pas pourquoi c'est n'importe quoi. Tous les cornichons qui s'expriment sur Internet qui disent « c'est n'importe quoi », il faut arrêter cela et dire en quoi c'est n'importe quoi. Là, c'est être authentique, c'est être honnête, c'est être culturellement digne d'attention. Sinon, voilà. Moi, j'adore recevoir ces gens-là parce que quelquefois, ils m'attaquent alors que je n'ai pas été autrement que courtois et je réponds, moi, à la tronçonneuse. Pas de problème, je découpe dans le vif, on passe au suivant parce qu'on ne va pas perdre du temps avec ce genre d'individu qui ne veut pas comprendre. Rien n'est pire que quelqu'un qui veut être sourd, qui veut être aveugle. On ne va pas discuter là-dessus. Il veut parler et il échange des idées, des informations, il fait des comparaisons, pas de problème. Mais s'il est déloyal, j'ai appris à l'être aussi, c'est-à-dire je me sers de son arme et on voit qui. Donc moi, mon propos, c'est de faire plusieurs films. J'ai pensé, grâce à Vesna, ma femme, que j'avais juste le temps de faire les films utiles, nécessaires, pour que ça suscite une unification, mais avec toutes les disparités du peuple humain, toutes les disparités complémentaires, parce qu'en réalité, regardez le comportement des Japonais. Fukushima, voilà. Ce sont des gens qui ont gardé un calme, une sérénité, une dignité extraordinaire. Ils ne se plaignent pas. Ils ne se donnent pas en exemple. Ils ne se victimisent pas. C'est comme s'ils étaient résignés, mais ils ne le sont même pas. C'est des gens qui sont, pour moi, dans ce type de situation, le modèle humain à prendre en considération. Voilà comment devrait être l'humain. C'est des gens qui reçoivent des leçons de démocratie des États-Unis qui leur ont fichu quand même 2 bombes atomiques sur la figure. Comme tout le reste de la planète, on prend des leçons de démocratie de gens qui ont anéanti la race des peaux-rouges, qui ont anéanti les bisons et qui se prennent des ouragans sur la figure parce qu'ils ont anéanti les arbres de leur continent. C'est ça le problème. Et pourquoi? Parce que ces gens-là ont un pouvoir économique qu'ils imposent comme étant la règle. Et depuis quand la vérité se trouve-t-elle dans le pouvoir économique? Elle n'a jamais été là. Elle ne peut pas. Ce qui est la vérité, c'est ce qui nourrit le cœur des hommes. Aux États-Unis, certes, il y a la richesse, mais elle est gardée par quelques-uns. Or, ce que tu disais pour la pyramide, c'est ça le problème. On a beaucoup de pouvoir, non parce qu'on est un personnage instruit et responsable, mais parce qu'on a beaucoup d'argent. Voilà. Et est-ce qu'on peut raisonnablement ne pas rire de cette stupidité profonde et ne pas combattre éventuellement? Voilà. Je pense que le meilleur combat qu'on puisse avoir, parce que tout autant ils peuvent paraître mes ennemis, mais je les respecte. Eux, ils sont libres de ne pas me respecter. Mais il faut se rappeler quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas été respectés, qui ont fait leur vie en sacrifice et qui 2000 ans après, ça marche encore leur affaire. Ils sont même pas là. On peut même pas vérifier. Il y en a qui parlent de Dieu, ils sont quasiment 3 milliards et demi. Ils l'ont jamais vu. Mais quand on parle d'OVNI, ah non, la science a dit que ça n'existe pas. Dieu non plus d'ailleurs. Voilà.
La solution, elle est non pas dans un moyen, mais dans la prise de conscience de l'imminence d'un cataclysme auquel on ne peut pas échapper techniquement. Alors, je vais dire la deuxième partie, peut-être ça va rassurer certains. La vraie force qui existe sur Terre, les savants, même les plus audacieux, je pense notamment à Tesla, ils l'ont juste effleuré. La vraie force, c'est la force de l'unité humaine par son psychisme. Parce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, la pierre, la plante, l'animal et l'homme, ce retournement, c'est une force psychique dans la nature qui l'a fait. C'est rien d'autre, c'est l'âme du monde, pour prendre la manière dont les anciens l'appelaient. Et cette âme du monde, elle est dynamique et elle perçoit les lois divines. Et elle les adapte, et c'est cette âme du monde qu'on appelait le démiurge chez les anciens. Le démiurge, c'est la personne morale de notre part d'univers qui a fait la Terre telle qu'elle est. Et on voit que ça marche bien, parce que c'est une splendide planète, extraordinaire de beauté, d'efficience, etc., qu'on la piétine dès lors qu'on se croit plus que le voisin. Donc ça, ce problème, il va être vite réglé. Les idées qui vont être infusées dans les films les uns après les autres vont suffire à elles-mêmes. Par exemple, on débat actuellement, je vais prendre un débat stupide, on dit, voilà, le mariage des homosexuels, est-ce qu'ils peuvent adopter les enfants? Moi, je ne sache pas que le mariage des homosexuels, ça fasse une famille. Or, la famille, c'est le nid où l'enfant a besoin de naître pour être équilibré par la nature. Donc, si on veut que les homosexuels adoptent des enfants, il convient encore qu'ils fassent de leur famille une famille véritable, c'est-à-dire qu'ils produisent pour les enfants qu'ils auraient, adoptés ou produits eux-mêmes, les modèles utiles pour ces enfants. J'ai tout à l'heure dit les enfants qui n'ont pas eu de grands-parents, ils n'ont pas de modèle de ce qu'est le passé. La manière dont leurs grands-parents ont vécu les choses. On sait qu'il y a une accointance assez étroite entre les grands-parents et les petits-enfants. Généralement, ça soulage les parents et les enfants, les petits-enfants et les grands-parents se connaissent mieux intuitivement parce que cette chose-là, l'adulte, il est obligé d'avoir l'autorité et le pouvoir. Et c'est là que le bas blesse. Les grands-parents, ils n'ont que l'autorité. Et ça passe tout seul. Et quand on verra que ces choses-là sont vraies et qu'elles sont fonctionnelles et qu'il n'y a pas besoin de faire des leçons là-dessus 36 heures, ça va rentrer dans les mœurs. Voilà. On pourrait discuter encore 8 jours là-dessus. Ça, moi, je ne me fais que l'écho de la sagesse traditionnelle. Je ne suis pas détenteur, mais ma difficulté, c'est compte tenu de la situation qu'on vit dans ce film à cause de certaines personnes, au singulier, je fais de la littérature, il est difficile d'envisager d'aider mon prochain comme je pourrais le faire si j'étais libéré de cela. Si je n'avais pas de soucis pour gagner ma vie et assurer une vie décente à ma famille, je pourrais aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et à coup sûr, ça rassurerait beaucoup de monde et ça unifierait de soi-même. Non pas parce que je suis prophète machin ou le religieux truc bidule, non. Ce que je veux dire, j'ai des propositions à vous faire que j'ai héritées, moi, par hasard, hein. Et je les mets à votre disposition, non pas pour que vous en fassiez un usage aveugle, mais pour que vous testiez ce qui est dit et voir si c'est conforme à vos aspirations. Et je sais par expérience que la plupart du temps, c'est conforme aux aspirations. Et que les gens qui ne sont pas d'accord, c'est pas moi qui suis de travers ou ce qui est dit par moi, c'est leur comportement. Et c'est à cela que je les repère facilement. Je ne me casse pas trop la tête, mais je les laisse là où ils sont. Si la chose a été faite comme ça, je vais prendre d'autres exemples plus tordus. La circoncision, c'est quelque chose qui était pratiqué en Égypte 3000 ans avant notre ère. C'est passé chez les Hébreux, etc. Qu'on la pratique pour des raisons religieuses, ça ne me fait aucun souci. Qu'on la pratique pour des raisons médicales, ça ne me fait aucun souci. Mais que ce soit une obligation, médicale qui travestirait une volonté religieuse, c'est stupide. Voilà. Bon, je ne veux pas discuter de ces choses. Aujourd'hui, il y a une fête musulmane très importante. Je ne pense pas que le sacrifice de 300 ou 400 000 moutons va améliorer la vie spirituelle des personnes. Je ne leur retire pas ce droit. Je dis que c'est un massacre parce que le mouton, c'est une créature divine. Et que le fait de sacrifier un mouton pour le manger, c'est une forme en quelque sorte perdue d'un message ancien. C'est que le mouton, il représentait ce que représente l'arbre dans une forêt, c'est-à-dire le moyen de vivre. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils vivaient de leur relation avec les moutons, ils les mangeaient, ils exploitaient leur laine, leur lait, etc. Ils vivaient grâce à eux. Donc ils mangent ce qui les fait vivre. C'est comme le soleil qui va nous manger parce qu'il y a une échéance. C'est cet ordre-là de choses que j'aimerais bien qu'elles se répandent de nouveau. C'est pourquoi j'ai fait cette association, la Nouvelle Atlantide. Voilà.
Voilà. C'est pour dire, d'une certaine manière imagée, on est dans la même situation que celle que décrit Solon à Platon et qu'il a reçu des prêtres d'Égypte. Les prêtres d'Égypte, ils ont dit à Solon, mais vous les Grecs, vous êtes tout récents, vous n'avez pas d'ancienneté, vous n'avez pas connu les âges anciens, vous ne savez pas que vous avez des cataclysmes qui vont vous tomber sur la figure. À chaque fois que vous en avez un, vous recommencez à zéro. C'est ce qu'on appelle le mythe de Sisyphe. On recommence toujours la même chose. Or, le problème qui se pose, c'est que actuellement, la plus grave des menaces n'est pas une menace économique, politique, c'est un mensonge que personne ne voit. On trafique l'histoire. Or, si on trafique l'histoire, on intervient directement dans les racines humaines, celles qu'on ne voit pas mais qui nous supportent en tant qu'entité terrestre. Voilà. Et c'est pourquoi des tas de gens sont rassurés par ce film. Je les comprends. Ils se disent, ce que j'avais senti, c'est cohérent. Ben bien sûr, puisqu'ils perçoivent des tas de choses, ils perçoivent qu'il y a une cohérence d'ensemble, mais ils ne savent pas où c'est. C'est normal, parce que ça, c'est la définition de l'art. Tu prends la Joconde, tu dis, que c'est que ce truc? Mais il faut savoir, c'est la première peinture à l'huile sur bois, et que le sourire est indéfinissable. Tu prends, je te dis très clairement, prends un stylo et écris ce qu'est ce sourire. Et là, tu verras à quel point c'est difficile de transposer d'un art dans l'autre. Ça, c'est la force de Léonard de 26, comme on disait avec Patrice tout à l'heure. Pour blaguer, Léonard de 26, parce que 26, c'est le nombre de Dieu dans le tétragramme. Et c'est divin ce qu'il dit. C'est pourquoi il montre toujours le ciel dans ses peintures, pratiquement. Donc ça, c'est un homme qui a transmis l'hermétisme à sa manière. En réalité, quand on dit Mona Lisa, il dit monos lithos, la pierre unique, parce que c'est la pierre dont parle le Christ, sur laquelle tout le monde achoppe, etc. Enfin bon, c'est une forme pyramidale, c'est une pierre. La pyramide, si on la retourne, c'est la pierre de fête, la pierre qui permet de mettre tout en équilibre. C'est des choses comme ça qui sont le langage des anciens. Je reviens à ce que je disais. Le fait est, c'est que dans ces films, je vais instiller petit à petit, comme je l'ai fait pour le premier, des éléments qui assuraient aux anciens l'équilibre de leur civilisation, quoi qu'il se passe. Et la chose la plus inconnue des historiens, c'est que, à force de tripoter l'histoire, elle perd de la cohérence d'un individu à l'autre. Vous demandez à un Français quelles sont les dynasties qui se sont succédées en France, il n'y en a même pas 1 sur 100 qui le saura. Et pourtant, on a en moyenne 12 à 13 ans d'études obligatoires. Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. L'instruction n'est pas faite. Et je vais vous dire pourquoi ça n'est pas fait. À une époque, l'instruction publique existait. Mais maintenant, c'est l'éducation nationale. On remplace l'instruction, qui est à dire quelque chose qu'on met dans quelque chose, par un contenant, l'éducation. Mais l'éducation, c'est le travail des familles. Si on retire aux familles la responsabilité de l'éducation, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des voyous partout, des gens qui ne sont pas sociablement intégrables. On n'a pas une intégration, on a une désintégration de structures qui existaient à cause de cela. Donc il faut bien être clair. Les mots instruction publique sont tellement supérieurs à l'éducation nationale qu'un jour ou l'autre, il va falloir y revenir. Parce que quand on dit que national, ça veut dire les étrangers ne sont pas inclus. Il suffit d'entrer dans une école pour savoir que certaines, c'est 80% d'étrangers. Il faut bien qu'on instruise toutes les personnes que l'on reçoit sur les territoires et que pour cela, il y a des méthodes à observer. Ce n'est pas faire des grands discours qui va résoudre le problème. C'est pas ça. C'est pas passer à la télé ou faire des phrases qui sonnent bien. Le problème est douloureux. Voilà. Parce qu'il y a des gamins qui, eux, ont des facilités pour apprendre, mais comme on veut que tout le monde soit semblable, bah, toi, tu seras raboté, etc. Et toi, tu seras élevé alors que tu es dans le fin fond. Donc ça, c'est une erreur sémantique profonde que personne n'observe, que personne ne met en évidence. Et pour ça, on vit dans cette espèce cette petite cage ronde dans laquelle on fait courir les hamsters. On court, mais on n'avance pas. Donc pour toi, la solution, et ça sera certainement, il nous reste quelques minutes, pour toi, la solution serait dans cette cohérence de l'humanité à se trouver une. Un langage commun, un langage fondé sur la nature, puisque c'est notre berceau et notre modèle. Il ne faut pas aller chercher loin. La langue des anciens, elle est fondée sur des éléments qui nous relient à la nature exclusivement. C'est pourquoi on voit dans les hiéroglyphes des oiseaux, des machins, c'est pour dire, attention, le langage, c'est le lien avec la nature. Ça, les Égyptiens l'ont gardé, ils ne sont pas les seuls. Mais en Chine, par exemple, ce qu'on appelle la glyptique chinoise, elle est décalée parce qu'elle n'est pas l'originelle.
Mais lorsqu'on lit les anciens cryptogrammes chinois, c'est presque de l'égyptien ancien. Et il y a même un général, le général Frey, qui a édité assez frais, justement, un opuscule de 80 pages où il dit l'écriture des Anamites anciens et l'écriture des Égyptiens anciens. Il faudrait tenir compte de cela, au minimum. On pose des problèmes, on les oublie. Ça, c'est typique en France. Et si on prend les mythes fondateurs et qu'on parle par exemple de Babylone et de cette langue unique que l'humanité parlait et que... Le babillage, Ouais, la langue des enfants, c'est-à-dire pourquoi c'est important de le dire tel que... Ils ont appelé ça la langue des enfants, ça veut dire les premiers-nés de la Terre. Parce qu'il y a eu une civilisation antérieure qui était déjà vieille, etc. Donc ce langage-là, le premier-né, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approprie ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, etc. Et ce langage, c'est fait comme ça. Je donne un bref exemple, on a 5 minutes. à peine. Voilà. Dans la langue hébraïque, la lettre Beth, ça signifie l'enceinte, le lieu, le foyer, etc. Mais ça désigne en français et en gréco-latin la même chose, puisque la lettre B, elle montre les seins gonflés de la femme et le ventre gonflé par la grossesse de la femme. Donc, quand on dit une enceinte, c'est aussi bien une femme enceinte qui va générer qu'un lieu où on vit et où on fait des enfants. Donc c'est ça le sens dont je parle. On a tout cet ordre de choses littéralement dans chaque lettre. Et ça, on peut le retrouver dans nos langues ordinaires parce que ceux qui ont créé ces langues-là l'ont voulu ainsi, avec une intelligence extraordinaire. Si je vous dis, je suis capable de démontrer que les constantes pi et phi sont dans notre alphabet structurellement, eh ben je le démontrerai dans un film, tranquillement. Et sans aucun doute possible. On ne peut pas douter de la chose, parce que ça se réduit à des choses que tout le monde peut faire. Voilà. Et ça n'est pas que cela, s'il n'y avait que cela. On a la même chose dans les styles musicaux et tout ça. L'accord des 12 tons, en fait c'est des notes on devrait dire, parce qu'il y a 6 tons, et les notes, on se retrouve ça dans les couleurs, on retrouve ça dans le zodiaque, tout ça est coordonné. J'ai fait des articles où je montre qu'il y a une coordination entre les métaux, les couleurs, les planètes, etc. Et qu'ils avaient raison, les anciens, de dire telle planète vaut pour tel métal, Saturne pour le plomb, l'étain pour Jupiter, etc. Je le démontre factuellement avec la table de Mendeleïev dont se servent les physiciens et les chimistes. Voilà, point barre, il n'y a pas à discuter. Je le ferai quand on sera habitué à ma manière de parler. Jacques, et de me taire. Je rappelle Je rappelle le titre de ce film, de ce premier opus, si on peut dire, La Révélation des pyramides. Donc, film réalisé par Patrice Poyard, qui était avec nous il y a encore de cela 1 heure et demie. Et Jacques, donc l'informateur, et puis nous montrer ce chemin. Oui, il s'agit vraiment d'un cheminement, nous amener à ressentir, aussi bien qu'à réfléchir, puisque là, pour le coup, les faits sont là. Donc je vous invite tous à taper ce titre de ce film sur Internet, La Révélation des pyramides. Regardez, recevez, cherchez. Voilà ce que vous invite. Et vous trouverez. Voilà ce que vous invite ce film. Jacques, un grand merci encore une fois pour avoir passé 7 heures d'émission avec nous, pour avoir répondu aux questions des auditeurs. Et voilà, j'ai même pas eu l'occasion de proposer aux auditeurs de réintervenir à nouveau. Qu'ils nous pardonnent. Voilà, je pense qu'il y avait suffisamment à digérer. Il y avait de la matière. Oui, tout à fait. Oui, et puis de toute façon, on ne peut pas répondre à tout parce qu'il y a vraiment trop de matière là-dedans. Vous avez vu, je suis parti dans tous les secteurs sur lesquels on m'a questionné. Certains ont profité même de mes digressions pour placer leurs questions dans un domaine particulier. Ça, je le ferai volontiers. Et je le ferai d'autant plus que tôt ou tard, on fera un site qui nous est interdit pour l'instant. Mais moi, mon association accueille toute personne qui prend contact à travers Internet, la Nouvelle Atlantide. Voilà, il suffit de chercher et on trouve. Et je donne des conférences, je fais des livrets. Et comme ça démarre petit à petit, compte tenu de ma disponibilité de travail, eh bien, on aura l'occasion de se retrouver. Ceux qui auraient manqué la possibilité de poser des questions, ils les poseront dans l'association et je tâcherai d'y répondre. Ceci dit, comme j'édite des petits livrets, j'en ai un ici, là. Ça se voit facilement. 10 secondes, en tout cas, c'est les terminé, mystères de la Grande Pyramide. Ou non, en images. Les mystères de la Grande Pyramide dévoilés et expliqués en images, les découvertes, voilà, incroyable mais vrai. C'est 60 pages et c'est très illustré, on n'a pas besoin de trop calculer, voilà, c'est ça. Mais il y en a quand même beaucoup comme ça. Merci Jacques, et c'est la fin de cette émission. Tout de suite, écarte-le avec... voilà. Merci Laurent. Merci Jacques.